Quand il a commencé par le fait de dire que le gouvernement français était suspendu de la décision du gouvernement canadien. Il a répété plusieurs fois. Il a utilisé le conditionnel sur la poursuite du chantier à 2 reprises. Oui. On a parlé de taxes sur les trajets autoroutiers pour le financer. Toutes les études montrent que ça va être un projet déficitaire. Ce projet, il va vous endetter pendant des décennies et c'est vous qui allez payer. Alors c'est vrai que Vivre et Agir en Maurienne a rencontré à plusieurs reprises des samedis les gilets jaunes, et nous on avait avec Daniel fait des gilets jaunes avec le logo Non Lyon-Turin, et en fait quand ils voient arriver Vivre et Agir en Maurienne avec ce logo, ils sont plutôt d'accord avec ce que Vivre et Agir en Maurienne dit sur le Lyon-Turin, parce qu'ils se rendent bien compte en effet c'est que ce projet-là est non seulement inutile, on va dire pour le transport, mais en plus va encore augmenter la dette publique, et donc il faudra bien la financer, cette dette publique, donc de nouvelles taxes. Donc forcément, ils ne peuvent pas adhérer à ce genre de projet. Alors moi, peut-être pour répondre sur 2 aspects là-dessus, ce que l'on a dit tout à l'heure au directeur adjoint de cabinet et au sous-préfet, c'est que non seulement le projet Lyon-Turin est une dette publique en matière d'investissement, c'est-à-dire qu'il va falloir dépenser effectivement 4 à 5 milliards pour la France entre les financements européens qu'il faut amener à l'Europe et le financement direct du projet, mais également de la dette publique d'exploitation, puisque on sait que 25 millions d'euros du kilomètre, une ligne ferroviaire est déficitaire, et on sait que celle-là coûte 200 millions d'euros du kilomètre, c'est-à-dire quand même 6 fois plus, 8 fois plus. 200 millions du kilomètre, toutes infrastructures comprises depuis Lyon ou... Sur le tunnel de base. Pour l'instant, parlons du tunnel transfrontalier. Oui, parce qu'il y a quand même... Sur l'ensemble du projet, c'est 100 millions d'euros du kilomètre, donc 4 fois le prix d'une ligne Perpignan-Figueras qui a été mise en liquidation judiciaire au bout de 4 ans. Donc, on sait qu'il y a une dette d'exploitation, c'est la Cour des comptes qui l'écrit, c'est les faits qui le prouvent avec les liquidations judiciaires. Ça, c'est la première chose. Et donc, qu'est-ce qu'on nous propose pour financer ça? Des taxes autoroutières. Et ces taxes autoroutières, on nous les présente comme en fait un outil écologique. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste un permis de polluer. C'est-à-dire que les camions, en fait, il faut bien comprendre, c'est que les transporteurs, avant d'être des transporteurs routiers, ils étaient des transporteurs de marchandises. Et ces transporteurs de marchandises, ils utilisaient des fois la route et des fois le rail. Et puis un jour, la SNCF leur a dit, soit vous me faites des trains complets, soit sinon vous prenez la route. Ils ont pris la route, ils sont devenus transporteurs routiers. Alors aujourd'hui, on les met en cause, mais il faut savoir que ce sont d'abord des transporteurs de marchandises à qui on n'offre pas de capacité ferroviaire pour transporter des marchandises efficacement et avec souplesse. Résultat des courses, ils sont devenus contraints par la SNCF des transporteurs routiers, et aujourd'hui on leur dit, eh bien donc vous allez payer des taxes. Mais ce n'est pas les transporteurs qui payent les taxes. Les taxes, obligatoirement, elles sont payées par les consommateurs. Puisque forcément, si on met des taxes sur les transporteurs, ça renchérit les coûts des marchandises. Alors, clairement, on n'a pas besoin d'acheter toutes les marchandises qui circulent, c'est une première chose. Mais surtout, ce qu'il faut bien considérer dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, des taxes sur les marchandises, il en existe au tunnel du Mont-Blanc et au tunnel du Fréjus, et que ces taxes, contrairement au fait qui devrait être, c'est-à-dire que ces taxes devraient servir à financer le rail pour transporter les marchandises, elles sont aujourd'hui utilisées pour permettre, grâce au bénéfice de la pollution en vallée de l'Arve, le droit de polluer en vallée de la Marienne, parce qu'on paye les pertes du tunnel routier du Fréjus avec les bénéfices du tunnel routier du Mont-Blanc. C'est-à-dire que les taxes, aujourd'hui, ne servent pas à réduire les transports de marchandises routiers, ils servent simplement à doubler un tunnel routier
sans qu'il y ait aujourd'hui de nécessité. Et donc, il faut bien comprendre, et c'est ce qu'on a fait aux Amis de la Terre, que les taxations doivent d'abord, premièrement, faire l'objet d'une étude d'impact sur le pouvoir d'achat des ménages par tranche de 10%. Et la deuxième chose, c'est que ces taxes, à partir du moment où il n'y a pas d'obligation de fournir un service de la part de la SNCF, de toute façon, ne le feront que laisser les camions sur la route, parce que de toute façon, les transporteurs, on leur demande de transporter les marchandises, si on ne leur donne pas un service ferroviaire, c'est ce qui a été précisé tout à l'heure par Alain pendant la discussion avec le cabinet du ministre, eh bien, de toute façon, c'est très simple. Si on ne donne pas de service et d'offres ferroviaires, eh bien, les marchandises resteront sur la route. Donc, qu'on arrête de faire des procès, mettons-nous autour de la table avec tous les acteurs, parce que la ligne ferroviaire existante coûte 30% moins cher que la route. Suite aux promesses en 2007 dans la vallée de l'Arve, sur la question des pollutions dans la vallée de l'Arve, la décision qui a été prise aujourd'hui, c'est d'arrêter les camions Euro 3 à traverser le tunnel du Mont Blanc et de les reporter sur la question du Fréjus. Comment la question se pose en vallée de l'Arve? Oui, alors effectivement, j'ai posé la question au directeur adjoint et j'ai pas vraiment eu de réponse parce que je voulais simplement en fait leur montrer qu'on est solidaire dans la vallée de l'Arve avec la vallée de la Maurienne, qu'il n'était pas question d'accepter que des mesures favorables soient limitées à la vallée de l'Arve. Et donc on a eu malgré tout un petit indice par le sous-préfet qui nous a dit qu'ils avaient un groupe de travail sur le sujet et que ça allait même dans le sens de l'interdiction des Euro 3 et des Euro 4. Alors pour l'instant, évidemment, rien n'est acté, mais au moins on a un petit indice qui nous laisse penser qu'ils y réfléchissent. Aujourd'hui, Elisabeth Borne, ministre des Transports, vient ici notamment pour parler des accès au tunnel de base. Dans le traité qui a été signé avec l'Italie, l'Italie a accepté de payer 57,9% du tunnel transfrontalier et la France que 42,1%. Nous avons 45 km sur le territoire français, les Italiens 12 km. La question qui se pose, c'est une question toute bête de principe, pourquoi les Italiens paieraient plus cher que les Français alors qu'ils ont moins de kilomètres? La question a trouvé sa solution très simplement, c'est que dans l'accord, on leur a dit « Ok, vous payez 57,9, mais nous, on a plus de kilomètres à construire en France et on s'engage à les construire. » Et donc, on leur a dit « Vous payez plus cher parce qu'on vous donne une contrepartie. » Cette contrepartie, c'est 33 kilomètres à la charge de la France, à double tube, entre Montmélian et Saint-Jean-de-Maurienne. Sauf que le deuxième tube n'est pas passé à l'enquête publique. Sauf qu'on n'a pas l'argent pour le faire, on n'a déjà pas l'argent pour faire le tunnel de base. Et donc, aujourd'hui, clairement, la situation est simple, on peut l'illustrer très simplement. On doit par exemple aller au restaurant, ensemble. On dit on partage la note, il faut que ça soit 50-50. Il y a un des deux convives qui habite à 2 km, l'autre qui habite à 100 km. Celui qui habite à 100 km dit ben moi j'ai 100 km, donc je vais payer 42% de la note. Toi, tu habites à 2 km, tu vas payer 60% de la note, comme ça va me compenser mes frais kilométriques. Très bien, ça fait à peu près un truc moitié-moitié. Sauf que, finalement, on va déjeuner, et puis là, celui qui est à 2 km et qui doit payer 60% s'aperçoit que vous aussi, vous étiez à 2 km et que vous ne payez que 40%. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit, t'es gentil, on fait 50-50. Ben, tu ne respectes pas ton engagement, tu devais partir de 100 km, tu es parti de 2 km. En fait, par les frais, il n'y a pas de raison que je paye plus cher. Et bien, c'est exactement ce qui va se passer avec les Italiens. Et donc, le risque pour la France, c'est que soit elle donne la contrepartie, et alors c'est au minimum 6 milliards d'euros de plus à la charge de la France, soit sinon elle ne donne pas la contrepartie, et auquel cas, l'Italie est tout à fait fondée à lui dire bah, attendez, vous ne donnez pas la contrepartie, vous remettez 1,5 milliard dans la caisse. Et en fait, qu'est-ce que l'on a fait? Et c'est écrit en toutes lettres dans l'enquête publique. Si le rapport socio-économique est favorable à la France, et positif pour la France, c'est parce que les Italiens payent plus cher, mais l'ensemble de l'opération présente une perte de 3 milliards d'euros en 2006.
Voilà. Donc, effectivement, il y a une contrepartie. C'est pas nous qui l'avons dit, d'ailleurs, c'est publiquement dit. On l'a donné aux représentants du cabinet de la ministre. C'est M. Michel Bouvard qui a dit que les accès sont la contrepartie du surfinancement. Aujourd'hui, personne ne fait ces accès, personne n'est en mesure de les faire, et ils ne seront pas faits pour une raison très précise, c'est que le Conseil d'orientation des infrastructures les a rejetés comme toutes les autres administrations, et donc les Italiens seront effectivement fondés à demander à la France de repayer sa véritable part si jamais on commençait là-dedans. Sachant que je ne pourra pas démarrer puisqu'il n'y a pas eu de déclaration d'utility publique sur le deuxième tube de 30 km. Dans la vallée de la Maurienne, concernant les dépôts dans le lit majeur de l'Arc, voilà. Qu'en est-il exactement? Sont-ils des dépôts durables ou pas? Et quels risques la vallée encourt? Pour la galerie de reconnaissance, les travaux ont été faits de 2001 à 2007. Il y avait plusieurs sites proposés. Le seul site où il n'y a pas eu de grosse opposition, aussi bien géologique qu'environnementale, ça a été le site de Lilaz, sur la commune de Villars-Audin-Bourget, qui était l'ancienne décharge de l'usine de Saint-Gobain, qui elle est située sur Motin. Dans l'enquête publique, ce site devait être utilisé partiellement. En fait, tous les dépôts, il s'est avéré que tous les dépôts ont été entreposés sur ce site, tous les dépôts de la galerie. Or, ce site est situé en zone inondable, les photos de la crue de 57 le prouvent. Donc, zone inondable, ça veut dire, ça s'appelle le lit majeur de l'Arc. Dans le lit majeur d'une rivière, on ne doit pas faire le remblaiement. C'est des zones inondables qui doivent être préservées parce qu'elles ont un rôle dans l'expansion des crues. Ce point a été soulevé lors des réunions de concertation sur le plan de prévision des risques. Aujourd'hui, il y a un plan de prévision des risques qui a été fait de Pont-à-Mafray jusqu'à Ossois. Le plan de prévision des risques qui concerne le lit de l'Arc. Donc nous, on pose cette question, sur cette zone, ces déblais ont-ils été mis de façon légale ou légitime vis-à-vis des préconisations sur les zones d'inondation. Si je comprends bien, c'est le lit majeur de l'Arc a été occupé par des remblais. Oui. Ces remblais sont en amont de la ville de Modane. C'est exact? En amont de la ville de Modane. Voilà. Donc, si cette année il y a une crue, lorsqu'il y aura une crue centennale, cette zone aurait dû jouer un rôle. Si demain il y a une crue centennale, il y aura forcément des catastrophes, il y aura forcément des dégâts. Nous pensons que le fait que cette zone ait été endiguée, donc ait disparu de son caractère inondable, va accélérer la vitesse du courant, ne va pas se jouer son rôle lorsqu'il va arriver des flux de déblais, voilà, parce que en fait, les crues de l'Arc, c'est comme les crues d'un torrent de montagne, il y a des gorges au-dessus, il peut se former des barrages, des ruptures de barrages, et à ce moment-là, il est très important qu'il y ait des zones pour que les déblais puissent se répartir, sinon ils causent des catastrophes plus bas, voilà, forcément, ça c'est une évidence. Donc ça c'est un premier point sur les questions que nous avons posées sur le plan de prévision des risques, sur l'enquête publique. Et le deuxième point, c'est le site du Moulin, qui est une zone inondable, qui a toujours été répertoriée comme une zone inondable. TELT, à l'époque c'était LTF, a décidé d'utiliser cette zone d'endiguer cette zone, pour installer son chantier, pour y laisser des déblais définitifs. Le périmètre d'utilisation a varié au fil des années, mais nous nous sommes aperçus qu'en juillet, il a été déposé un permis d'aménager sur cette zone, alors qu'en parallèle, le plan de prévision des risques qui doit être approuvé courant 2019 indique que ces zones sont inondables, donc que tout remblaiement est proscrit. Donc ça soulève un problème de la prise en compte de la sécurité et la prise en compte de la sécurité des plans de prévision des risques qui sont mis en place par l'État et de l'État qui ne les respecte pas, puisque le permis d'aménager a été autorisé
par la préfecture, qui elle-même dirige le plan de prévision des risques. Alors non, moi je trouve que c'est pas tout à fait normal que l'une des communes les plus impactées par le projet Lyon-Turin n'ait pas été invitée, surtout que Laquelle? Villars-Rodin-Bourget, pardon. Donc moi je suis maire adjoint de Villars-Rodin-Bourget et nous avons fait une demande auprès de la ministre, auprès de la préfecture, auprès de la sous-préfecture pour la rencontrer, pour exprimer notre point de vue. Et on nous a fait une réponse de non-recevoir parce que voilà, nous n'étions pas invités, nous ne faisions pas partie en fait des gens qui visiblement étaient entendables. Voilà. Donc voilà, moi je trouve quand même qu'en démocratie, la moindre des choses de la part des représentants de l'État élus, je pense que c'est important d'entendre tous les points de vue pour que après les décisions les meilleures soient prises et non pas que l'on entende que les lobbies, parce que Madame Borne ce matin n'a pu rencontrer que les lobbies et les élus qui étaient favorables au Lyon-Turin. Par contre, ceux qui étaient opposés n'ont pas pu exprimer leur point de vue.